Ma plus grande erreur en tant qu'entrepreneur quand j'ai lancé Dental Quality, c'est de prendre tout sur mes épaules. Je les rejoins en tant que salarié, mais en leur disant « Attention, mon objectif, c'est de faire grandir la société et c'est de devenir actionnaire. » C'était une des conditions sine qua non pour me faire engager. Je savais où je voulais aller et ils l'ont accepté. J'ai eu cette chance aussi de tomber sur les bons partenaires. C'est vraiment Mauro Ngaro à ce moment-là qui pilotait la société et qui m'a dit « D'accord, on cherche un bon partenaire, mais on va peut-être apprendre à se connaître. » Les personnes qui m'ont recruté après dans cette société me disent « Quand on rentre dans le dentaire, on reste dans le dentaire. » On fait le bilan aujourd'hui, effectivement c'est du x5. On était à un peu moins d'1 million d'euros, on passe aujourd'hui à 5 millions en termes de chiffre d'affaires. On est un petit peu mis sous pression parce que les agendas des praticiens sont pleins. Je reste intimement persuadé que chaque collaborateur apporte sa plus-value et en fait sa pierre à l'édifice pour le faire grandir. Bonjour à tous et bienvenue dans Behind the Smile, là où chaque invité nous ouvre les coulisses de son parcours, ses défis et sa vision pour révolutionner le secteur dentaire. Je suis Pierre-Antoine Dian, orthodontiste et entrepreneur passionné. Ici, on parle de trajectoire humaine, d'innovation et de management et d'avenir. Dans ce format, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes inspirants qui osent, innovent et réinventent leur métier. Donc installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je suis heureux d'être dans les locaux de quelqu'un qui connaît parfaitement le secteur dentaire. Un homme qui l'observe depuis longtemps, qui l'analyse et qui n'a jamais cessé de le faire évoluer. Et c'est ici précisément que l'envers du décor commence. Je suis dans le showroom de Dental Quality, une entreprise de plus de 30 ans d'existence qui a beaucoup changé ces dernières années. Mon invité vient du marketing et du digital. En 2009, il reprend Dental Quality et engage une transformation profonde. Passer de la simple vente de matériel à une approche plus globale, plus structurée, plus orientée expérience. Aujourd'hui, il est à la tête d'une équipe de 18 personnes et est également actionnaire de plusieurs sociétés. Sa société Dental Quality accompagne plus de 2500 clients et génère un chiffre d'affaires d'environ 5 millions. Avec lui, on va parler de croissance, de choix stratégiques, d'intelligence artificielle et surtout de cybersécurité. Mais on va également parler de la manière dont les cliniques dentaires doivent aujourd'hui se structurer pour durer et continuer à se développer. Je suis aujourd'hui avec Maximilien Delpire, dirigeant de Dental Quality. Maximilien, merci de nous accueillir ici, Bienvenue. chez toi. Comment vas-tu? Très bien. La journée commence bien, on est ensemble, donc c'est positif. Super, en tout cas, je suis ravi de t'avoir dans Behind the Smile. Alors, j'ai un petit rituel, parce qu'avant de commencer et avant de débuter cette interview, je m'amuse toujours à demander à ChatGPT de décrire mon invité en 5 points clés. Alors, je vais te les lire et tu me dis si tu es d'accord avec lui. Premièrement, ChatGPT me dit « Gérant et fondateur de Dental Quality », jusque-là, il n'y a pas d'erreur, société belge spécialisée dans l'équipement, l'aménagement et les solutions technologiques pour cabinets dentaires. Ensuite, il dit « Expert reconnu en radiologie dentaire, imagerie numérique et intégration de solutions digitales adaptées aux praticiens ». Ensuite, il dit « Pilote la stratégie et le développement de l'entreprise avec un fort accent sur la qualité, l'innovation et l'expérience client ». Spécialisé en IT et cybersécurité dentaire, accompagnant les cabinets dans la sécurisation de leurs données et infrastructures. Impliqué également dans la formation et le conseil, partageant son expertise auprès des professionnels du secteur dentaire en Belgique. C'est tout à fait juste. Ces Pas 5 mal, hein, points comme des... qui sont effectivement corrects, où on essaye de plus, effectivement, comme tu le disais, se limiter à de l'équipement et de la vente, mais de pouvoir accompagner le plus possible l'ensemble des clients sur un maximum de points, sachant que les défis aujourd'hui sont bien plus nombreux qu'à l'époque pour l'ensemble des cliniques. Super. Bah justement, on va revenir un petit peu sur ton parcours. C'est vrai que ce qui est intéressant chez toi, Maximilien, c'est pas d'où tu viens, c'est la manière dont tu es entré dans le secteur dentaire. Tu arrives avec un regard extérieur, parce qu'on l'a dit, marketing, digital, structuration. Raconte-nous comment tu as atterri dans ce milieu qui est parfois si codifié. Alors, au départ, c'est un pur hasard. J'ai une agence de recrutement, un chasseur de tête qui m'appelle et qui souhaite me proposer un poste chez un concurrent. Donc, je travaillais à l'époque pour Canon, tout ce qui est digitalisation. Et ce chasseur de tête m'appelle en disant voilà, on a un poste à pourvoir dans une autre société. Je m'assis, il me propose, sans me citer le nom de ce concurrent, un job. Je reçois le job description, un peu similaire à ce que je faisais. Je me suis dit quelle est la plus-value, à part peut-être aller gratter un niveau de salaire un peu plus élevé, pas de plus-value dans ma carrière. Et donc d'emblée, je refuse ce poste-là. Yeah. Et ce chasseur de tête me dit
à la fin de l'entretien, j'ai quelque chose d'autre à vous proposer si vous le souhaitez. Et donc, je commence ma carrière dans le dentaire chez Arceus Dental, qui avait été, en fait, qui est un regroupement de sociétés racheté par Mark Cook au départ, qui avait investi vraiment dans le secteur, pensant faire une croissance assez importante. Il avait fait de l'acquisition aussi bien des consommables que de tout ce qui était équipement. Et donc, j'ai commencé ma carrière là. Et c'était en quelle année ça? C'était en 2000, juste avant la création, donc 2009. Et puis, je suis resté pas très longtemps, au final, moins d'1 an là-bas. Ok. Dans ce parcours-là, en fait, ce qui était, pour la petite histoire, très rigolo, c'est que les personnes qui m'ont recruté après dans cette société me disent, quand on rentre dans le dentaire, on reste dans le dentaire. Et en tant que jeune, je n'y croyais pas. Je me suis dit, oui, ok, belle histoire, mais je sais que ça ne sera pas le cas parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont souvent tendance à bouger de secteur, bouger de société. On est toujours à la recherche de nouveaux défis, et puis il y a cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Et donc, je suis resté dans cette société-là, mais vision qui ne me correspondait pas du tout en termes de service client, en termes de gamme de produits. Donc, j'étais responsable, là, au niveau digitalisation, pour l'ensemble du Bruxelles, Wallonie, Luxembourg, du coup, avec une équipe de vendeurs que j'ai vu fondre parce que la stratégie de la société n'était pas la bonne. Et donc, du coup, on passe de 10 à 7, à 5, à 3, et pour finir, on se retrouve avec une toute petite équipe. Ça, ajouté à tous les problèmes que moi j'identifiais au quotidien dans mon travail et pour les clients, manque de rapprochement en termes de vision, et donc je décide d'aller vers une plus petite société qui existait déjà, qui est Dental Quality, qui appartenait à Patrick Tirtet et Brigitte, en fait, qui étaient un couple, mais qui ont fait toute leur carrière à deux dans cette petite société. Ils avaient déménagé, ils étaient rue Sautin à Nivelles, et puis ils ont déménagé dans un tout petit bureau. Et là, tu les rejoins en tant que quoi? En tant que Là, je les salarié? rejoins en tant qu'employé au départ. D'accord. Ouais. Avec le discours, donc il y avait Mauro Ngaro qui était là aussi, qui en fait est après devenu mon associé direct pour l'évolution de cette société. Je les rejoins en tant que salarié, mais en leur disant, attention, mon objectif, c'est de faire grandir la société et c'est de devenir actionnaire. C'était une des conditions sine qua non pour me faire engager. Donc déjà, tu avais vraiment une vision globale de ce que tu voulais. Je savais où je voulais aller, et ils l'ont accepté. J'ai eu cette chance aussi de tomber sur les bons partenaires. C'est vraiment Mauro Ngaro à ce moment-là qui pilotait la société et qui m'a dit, d'accord, on cherche un bon partenaire, mais on va peut-être apprendre à se connaître. Et c'était aussi un enjeu pour moi de se dire, c'est une relation long terme, des gens avec qui je vais m'associer, donc autant les connaître. Et donc je rentre là, employé quelques mois, et après avec effectivement cette ouverture qui s'est faite, juste d'abord de m'être indépendant, sachant que j'avais d'autres sociétés de développement et de ça sur le côté de web déjà à cette époque-là, et donc j'ai réussi à m'associer du coup petit à petit avec lui pour finalement évoluer dans mon parcours et reprendre l'ensemble, enfin les rênes de la société complètement. Donc en fait, quand tu arrives chez Dental Quality, si je comprends bien, c'est vers le 2011. Oui. Tu fais un choix finalement assez contre-intuitif, parce qu'au lieu de te positionner tout de suite comme dirigeant, tu mets un peu la main partout, parce que tu dis, voilà, j'étais sur le terrain, un homme un peu à tout faire. Pourquoi en fait avoir ce besoin de comprendre le terrain avant de se dire, ok, je vais prendre des décisions et devenir en fait finalement plus tard décideur? Alors je suis quelqu'un j'ai toujours aimé commencer par le bas parce que en tant qu'entrepreneur et dirigeant, certains souhaitent piloter ou pilotent des entreprises sans même connaître le terrain. Moi, j'ai une autre vision en tant qu'entrepreneur, c'est plus de me dire, j'essaye de connaître le terrain, ça me permet de prendre des meilleures décisions par la suite. Et du coup, au niveau du pilotage de ma société et du pilotage de mon personnel, et c'est aussi grâce à ça, je pense j'arrive à fidéliser l'ensemble de mes équipes parce qu'on a assuré une certaine croissance et j'ai cette chance de pouvoir garder l'ensemble de mes collaborateurs. Et ça passe effectivement par ce coaching-là aussi, de dire je connais, je suis là à vos côtés pour vous assister. Je ne suis pas un dirigeant d'entreprise qui arrive, qui va donner les instructions, mais sans suivi derrière et sans expérience. Oui, tout à fait. Et puis c'est des valeurs aussi que tu peux transmettre à tes équipes, dire écoutez, j'étais à votre place et donc je sais ce que c'est qu'en fait la charge de travail, je sais ce que c'est d'être un peu l'homme à tout faire. Donc c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, combien de temps après tu es rentré dans le capital de Dental Quality? 2 ans après, D'accord. je suis rentré dans le capital. Là, on était à 3 parce qu'en réalité, c'était 2 sociétés. Donc Dental Discovery en Flandre et Dental Quality en Wallonie. Les 2 actionnaires, à ce moment-là, c'était Christian Dessay et Mauro Ngaro. Donc, je rentre comme 3e personne.
On a fait évoluer ces deux sociétés. Il faut savoir qu'ils étaient aussi 4 ou 5 chez Dental Discovery, 3 chez Dental Donc en fait, c'est Quality. une fusion de deux sociétés qui s'est Tout créée. à fait. Et là, vous avez repris la main à 3 dirigeants. Oui. Et comment ça s'est passé? Vous avez fait grossir la société? Comment ça Alors, a on l'a fait grossi? step by step. L'avantage qu'on avait, c'est que notre objectif, en fait, c'était d'avoir un renforcement au niveau des fabricants, Mhm. d'avoir plus de poids et de pouvoir respecter des zones géographiques en termes de marque. C'est essentiel pour les clients. On a réussi à avoir une exclusivité chez ECA, chez OMS, chez Vatek, Mhm. qui sont vraiment des marques reconnues au niveau européen et mondial pour certaines. Et donc, l'avantage de ça, c'était de garder ces exclusivités, d'avoir ces deux sociétés. Deux secteurs totalement différents, parce qu'il faut savoir que la Flandre, à l'époque, était malgré tout avec une vision déjà fortement différente de la Mhm. Wallonie. Aujourd'hui, il y a un alignement qui se crée, de par cette évolution de plus en plus rapide, mais à l'époque, les directeurs, par exemple, de cabinets dans des cliniques existaient déjà en Flandre, là où on n'en voyait pas en Wallonie. D'accord. Donc c'était aussi très enrichissant d'avoir ces deux sociétés, d'avoir le feedback du marché sur Mhm. deux secteurs complètement différents au départ. Ce qui nous amène petit à petit à faire évoluer ces sociétés en ayant tout le temps le focus de disposer de bons produits à proposer aux clients Mhm. et surtout mettre l'accent sur tout ce qui était service. On a commencé par ça, c'était ce qui permettait d'augmenter l'image Mhm. et la qualité, je dirais, pour nos clients. Le fait de l'assurer nous assurait aussi une demande Mhm. derrière, sans spécialement, pourtant je viens du marketing, Ouais. donc on aurait pu pousser énormément le marketing, c'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas faire, c'était volontaire, stratégique, de se dire on va travailler sur le bouche à oreille, parce que le secteur dentaire, et c'est peut-être pour ça que quand on y rentre, on y reste, c'est parce que c'est un marché qui est très petit. Tout à fait. Et donc du coup, un dentiste souvent reste dentiste évidemment toute sa carrière, Mhm. ce qui signifie quand on crée un réel partenariat au départ avec lui, Partenariat on de a cette confiance. chance de pouvoir le Mhm. suivre aussi tout au long de notre carrière professionnelle. Mais d'ailleurs, on va y revenir sur cette expérience-là que tu proposes aussi à ceux que tu accompagnes. Ça fera le sujet juste après. Mais j'aimerais bien revenir sur ce parcours-là parce que tu as dit, voilà, j'ai intégré, je suis rentré dans le capital. Après, en moins de 10 ans, il me semble que tu as fait grossir le groupe qui était multiplié par 5 jusqu'à 30 collaborateurs. Quand une entreprise grandit finalement aussi vite, qu'est-ce qui, selon toi, fait vraiment la différence entre une croissance qui est saine et une croissance fragile? C'est une très bonne question et c'est essentiel pour nous d'avoir des outils de mesure par rapport au nombre de projets, par rapport au nombre d'équipements qui étaient installés sur le marché. Une croissance fragile, je n'en voulais pas dès le départ. Mhm. Raison pour laquelle on n'a pas axé notre promotion à la fois au niveau purement marketing et bouche à oreille. Parce que le cumul des deux aurait assuré une croissance encore plus rapide, mais avec le désavantage de cette fragilité. Mhm. D'où vient la fragilité dans notre secteur très spécifique, des technologies de pointe, mais que personne ne connaît, il n'existe pas d'école, et donc il était essentiel de pouvoir engager, prendre le temps de former, pour assurer simplement le service pour nos clients. Il faut savoir qu'on est dans un monde de services. Les cabinets dentaires aujourd'hui sont de plus en plus exigeants et c'est normal. Et c'est une vision qu'on avait bien compris. C'est de se dire, si on vend un équipement, on doit assurer le suivi de cet équipement-là, on doit apporter le conseil, parce que les dentistes deviennent plus des dentistes qui bossent en solo, mais ça devient aussi des entrepreneurs, et donc il y a un enjeu qui est différent. Et donc pour assurer cette croissance, au final, elle est belle. Quand on fait le bilan aujourd'hui, effectivement, c'est du x5. On était à un peu moins d'1 million d'euros. On passe aujourd'hui à 5 millions en termes de chiffre d'affaires. C'est pas comme d'autres marchés. Pour la simple et bonne raison, c'est que on prend des réussites dans la tech, par exemple, mais des informaticiens et des développeurs, ça se trouve facilement. Dans notre secteur, des techniciens, on ne les trouve pas facilement. Ouais. On les engage, on les forme pendant 6 mois, 1 an, avant qu'ils puissent être actifs sur le terrain et travailler en autonomie. Et donc, c'est la complexité. Petit à petit, le chemin se fait et on garantit en fait cette stabilité-là en mesurant le nombre de projets, le nombre d'installations, la charge de travail pour nos collaborateurs, pour assurer justement cette croissance que moi je vais considérer comme lente en tant que Oui, on n'est pas sur de l'hypercroissance, mais au moins c'est une croissance qui est contrôlée. c'est une croissance qui est contrôlée, qui n'était pas fragile et qui du coup est très saine et qui nous permet encore aujourd'hui de vivre du bouche à oreille et pas simplement du marketing. Ouais, bien sûr. Et très intéressant. Et en 2023, tu prends une décision assez forte, puisque tu décides de reprendre seul la direction de Dental Quality. Ce genre de choix marque
un tournant forcément dans ta carrière. Raconte-nous comment ça s'est passé et surtout, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Alors au départ, donc comme je disais, il y avait deux entités. Vu cette croissance, il y avait aussi une divergence Mhm. d'opinion et de vision. Tout à fait. On a décidé de scinder les deux. Donc on était rassemblés au départ. Vu que cette croissance était pratiquement similaire dans les deux sociétés, Mhm. on a repris avec Moreau la direction exclusive de Dental Quality. D'accord. Et Et vous avez puis, vendu du coup l'autre alors ou... on n'a pas vendu, chacun a repris D'accord. simplement ses parts. Donc Christian C'est ça. Dezé a repris, on a vraiment juste scindé les deux en se disant tu es meilleur capitaine parce il avait d'abord une expérience sur le marché Mhm. et en Flandre principalement, ce qui était l'inverse, Moreau c'était plus en Wallonie. Ouais. Moi j'étais un petit peu sur les deux. Et on a décidé de se concentrer du fait de cette croissance plutôt sur Dental Quality. Et ça, c'est hyper intéressant et je pense que ça intéresse ceux qui nous écoutent. Comment ça se passe? Tu dois revaloriser, parce que vous avez fait un travail à trois pour faire grandir la société. Tu as dit, on a fait presque du fois 4, fois 5. Comment à ce moment-là, vous revalorisez pour se dire, bah, ok, finalement, nos chemins divergent, on reprend cette partie-là, moi, nous, on va garder cette partie-là. Comment il faut revaloriser? Comment ça se passe? C'est toujours une question de compromis. Évidemment, il y a cette valorisation financière Ouais. d'une part, mais comme dans tout deal, il y a un moment donné, c'est un jeu Mhm. où on doit faire des compromis, on le sait. Alors, on a fait une valorisation pour être équitable. Mhm. Il y a certains points qui étaient où chacun soit gagnait, soit perdait. Mhm. Le but, c'est de tomber sur un consensus à trois, Mhm. sachant que notre vision en tant que capitaine et en tant que gérant des structures était de continuer à les faire évoluer. Et donc, c'est un choix commun de se dire, bon, ben, il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Au plus on est autour de la table, au plus parfois les décisions sont difficiles à prendre parce qu'on a, en tant que dirigeant, des divergences d'opinion. Mhm. Et cet avantage-là, ben, c'était pour nous bien plus essentiel. Mhm. La séparation de ces deux sociétés nous permettait à chacun de retravailler en totale autonomie. Et donc oui, on est tombé sur un consensus de se dire, on a une valo des deux boîtes, sachant qu'on avait pratiquement assuré une croissance similaire. Donc on était sur des valeurs qui étaient pratiquement similaires pour les Mhm. deux. Et donc c'était plus facile Mhm. de rediviser, je dirais, l'ensemble du gâteau. C'était du win-win, quoi, en fait, hein. C'est une opération win-win, effectivement, Mhm. pour l'ensemble. Et même aujourd'hui, quand on fait le bilan Mhm. de nos décisions passées et de ce que ça a apporté, on se rend compte que c'était le bon choix. Mhm. Et donc, du coup, en 2023, tu reprends la direction seul ou tu es toujours accompagné de ton associé? Alors Moreau, en fait, a un petit problème de santé et donc il était dans l'opérationnel. Moi, j'étais Mhm. beaucoup plus sur le terrain. Mhm. Lui était ici plus en interne à gérer Mhm. les ressources humaines, tout ce qui était fournisseurs, contacts et autres. Et là, ça a été un gros enjeu pour moi parce que départ de Moreau signifiait en fait gros changement. Te retrouver Dans seul à piloter finalement une grosse un société, navire, quoi, c'est un ça, un navire. navire qui est quand même, qui était bien en route, avec pas mal de collaborateurs, avec un portefeuille Mhm. client qui avait grandi, avec des enjeux financiers importants, parce qu'au plus on grandit, mais au plus il y a d'investissements et Bien de sûr, choix stratégiques à prendre, une pression financière. une pression financière plus forte. Et là, en fait, c'est pour la petite histoire, de nouveau, je suis quelqu'un qui aime bien partager. Mhm. Et je pense, et je reste intimement persuadé, c'est que chaque collaborateur apporte sa plus-value Mhm. et en fait sa pierre à l'édifice pour le faire grandir. Et avant de reprendre les rênes seul, j'ai proposé, donc Moreau me demande si ça me dérange, s'il peut faire un pas de côté ou pas, ce qui était déjà très fair-play parce qu'il fallait qu'on soit prêt pour ça. C'est quelque chose que j'accepte en lui disant, ok, je vais me réorganiser du coup, laisse-moi un petit peu de temps. Et je décide après multiples nuits sans dormir, de réflexion, d'ouvrir le capital à tous mes Ah employés. ouais, ça, on va y venir. On va y Voilà. venir. Très intéressant. Et parce que j'estime que chacun en fait contribue au succès d'une boîte. Et donc c'est aussi important de pouvoir les impliquer, pas seulement au niveau des ressources humaines, mais aussi au niveau financier. Alors enfin on peut y revenir après, mais c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et au final, j'ai pas eu la réponse escomptée. Donc c'était Ah un ouais. petit peu, j'étais très surpris. Je me suis dit, ben oui, ils vont tous sauter Finalement, pas à pieds forcément. joints dans ce Mais projet-là. justement, rentrons dans ce sujet-là, parce qu'on y est. C'est vrai que tu dis, voilà, j'ai peu dormi, parce que c'est une vraie décision, ça, de se dire, OK, finalement, je vais redistribuer certaines parts, ouvrir le capital à mes collaborateurs qui étaient en fait
à tes côtés depuis de nombreuses années. Oui. Raconte-nous comment ça se passe. Comment tu prends déjà cette décision-là? Comment tu dis, OK, finalement, je vais être sûr de ne pas piloter seul, mais donc c'est avoir tes collaborateurs qui ont une vue finalement sur tout l'aspect de direction, Mhm. d'accord? Et quoi, tu les convoques, tu leur dis quoi? Comment ça se passe? Alors, ça se passe très simplement. On fait une réunion au bureau. Il faut savoir que 18 personnes, ben, c'est quand même une petite équipe. Ouais, c'est ça. Et donc, on se retrouve simplement à la fin d'une réunion informelle, je dirais, pour discuter de plein de points. Et là, je dis, voilà, j'ai une annonce à vous faire. Le départ de Moreau, qu'il fallait quand même annoncer aussi. Bien sûr. La réorganisation du coup de la société. Et donc, cette opportunité que je le ramène en disant, bon, ben, je souhaiterais, ça me tient à cœur, c'est un projet où je pense que vous pourriez être impliqué. Et c'est là où on se rend compte, au final, eux sont d'abord surpris, très étonnés, mais en même temps très reconnaissants. Donc ça fait plaisir. Je me dis, ben, évidemment, on ne demande pas une décision à la Comme suite ça, de cette bien sûr. réunion-là immédiatement. Donc je dis, écoutez, vous Temps de avez le temps, je vous laisse la réflexion, mais revenez-moi, sachant que je minimisais à la fois les risques financiers pour eux et l'investissement. Et ce montage-là, tu l'avais réfléchi en amont, je suppose, avant cette réunion. Comment tu dis quoi? Est-ce que je vais céder 20% de mon capital, 30%? Comment tu as jugé cette limite, en fait? Comment tu as fait ces calculs-là? Alors, les calculs ont été très simples. L'idée, c'était vraiment de redistribuer et de se partager, je dirais, l'ensemble de la société. La seule chose, c'est qu'on sait que pour un processus décisionnel, Bah oui. parfois en tant que capitaine, ben, on ne peut pas non plus Majoritaire. trop mélanger. Donc, ma proposition, elle était simple, c'est de dire on s'associe réellement en termes finances. Mais par contre, je gardais quand même les 51%, C'est ça. sachant que c'était tous des collaborateurs qui me faisaient confiance, parce qu'on a une certaine expérience de par le passé, et donc ils étaient tous raccords là-dessus. L'enjeu financier, on n'avait pas trop pour eux, parce qu'au final, je m'étais organisé déjà auprès de partenaires financiers pour pouvoir, parce qu'on sait très bien qu'un collaborateur, surtout quand une société est en croissance, c'est compliqué de dire je prends de l'argent au final de ma sueur, de mon travail Personnel pour la réinjecter. personnel quoi. que je vais réinjecter. Donc, sachant que c'est au départ beaucoup de jeunes aussi, donc avec d'autres projets privés, cette difficulté de se dire si je dois prendre quelques milliers d'euros pour réinvestir, c'est ces quelques milliers d'euros que je n'aurai pas pour mon développement privé, pour l'achat de ma maison et tout ça. Mais malgré tout, j'avais déjà pris mes contacts avec des partenaires financiers justement pour assurer ça. Il y avait malgré tout une mise de départ. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Il y a quand même un mini risque financier là-dedans. Je leur ai laissé la réflexion. Je suis revenu plusieurs semaines après en disant voilà, quelle est votre décision en one-to-one? Parce que là, c'est essentiel d'avoir un vrai feedback. Et c'est très personnel. Et la réponse, en fait, pour beaucoup, a été écoute, on te fait confiance. On sait que tu es notre capitaine et on te suit. Mais par contre, on est occupé sur des projets privés pour le moment. Et donc, la majorité du personnel, malgré tout, n'a pas suivi. D'accord. Voilà. J'en ai quand même deux qui, en fait, c'est les deux personnes historiques, c'est-à-dire Valentine et Jérôme. Jérôme, qui était là à l'époque à Nivelles, dans nos petits bureaux, qui a été formé, c'était notre premier technicien qu'on engageait. Et Valentine, qui, en fait, a repris le travail de Brigitte, qui était, au fait, la personne qui avait créé Dental Quality avec Patrick. Donc, elle lui a transmis aussi tout son savoir et sa méthode de travail. Et ces deux personnes-là, à mon avis, de par le fait qu'ils ont d'abord, une expérience beaucoup plus importante dans le secteur, deux, un relationnel avec moi plus proche et rien à faire, parce que c'est des personnes avec qui on a commencé. Et donc, eux deux me suivent, je mets ça en place, on s'organise au niveau des financements et ils rejoignent du coup la société au niveau du capital pour pouvoir, ces deux personnes clés, un manager technique et une personne, Valentine, qui aujourd'hui gère tout l'interne et l'opérationnel. C'est un petit peu la directrice interne qui gère les ressources humaines, la comptabilité, les premiers contacts clients. Alors pourquoi je l'ai fait? Départ de Moreau, pour moi, signifiait changement malgré tout pour les équipes, changement en partie pour les clients, et il m'était essentiel de stabiliser la société. Et le fait de pouvoir proposer cette ouverture de capital était pouvoir donner une opportunité à mon équipe, mais surtout aussi donner une garantie à mes clients que l'équipe est là, que l'équipe est soudée, et donc on aura une continuité. Avoir une entreprise, surtout dans notre secteur où il y a beaucoup de technicité, ce qui nécessite énormément d'expérience sur un seul bonhomme, c'est toujours un risque.
Et donc par rapport aux clients, on le sait, c'est la fragilité aujourd'hui de la majorité des sociétés du secteur, c'est quand on est 2, 3 personnes et que la gestion repose sur une seule et unique personne, c'est un risque. Si cette personne-là demain, comme dans tout parcours de vie privé, ça peut arriver malade, on parle de burn-out aujourd'hui parce qu'il y a un surmenage, il y a le digital, tout va de plus en plus vite. Mais du coup, une seule personne, c'était un peu limite. Et là, c'était mon objectif, c'était de rassembler les équipes et de pérenniser l'activité et de rassurer nos clients. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'à l'heure actuelle, quand on voit la plupart des cabinets, des chefs de cabinets, d'entreprises qui ont des praticiens qui ont du mal à pérenniser, parce que là on parle de pérenniser une équipe dans le temps, c'est essentiel. Est-ce que tu penses, parce que je pense qu'il y a de nombreux docteurs qui nous écoutent, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait réfléchir peut-être à faire rentrer certaines personnes dans le capital de leur société? Bien sûr, je pense que pour pérenniser une activité, ça aide, on le sait aujourd'hui, l'enjeu dans les cliniques, c'est de fidéliser. Ah oui, il y a tellement de turnover. Il y a un turnover qui est dingue, à la fois ressources Praticien, humaines. ouais. Il faut savoir qu'il y a une concurrence sur le marché entre cabinets, pas seulement vis-à-vis des patients, mais aussi vis-à-vis des ressources humaines. C'est-à-dire qu'une assistante travaille et a été formée parfois pendant des années dans une clinique, on a toujours ce risque en tant que gérant, en tant qu'entrepreneur, que notre ressource s'en aille ailleurs. Et là, il est essentiel d'avoir un accompagnement pour ces gens-là, une progression, c'est-à-dire d'amener un réel plan d'évolution où les gens se sentent bien dans la structure, où on continue à les former. C'est le plus difficile, c'est que souvent on engage, et puis c'est quelque chose qui passe aux oubliettes sur le long terme. On se dit, voilà, le navire est en route, on continue l'activité telle qu'elle, et on ne pense plus pour ses collaborateurs à amener quelque chose de neuf. Ça peut être des avantages, et c'est de loin, beaucoup se trompent, ce n'est pas que du financier. On pourrait se dire, on apporte un avantage financier, oui c'est important, oui il est important que ses collaborateurs puissent vivre et bien vivre, et soient récompensés d'un bon travail et de leur investissement auprès dans la clinique. Mais au-delà de ça, ce sont des implications, c'est-à-dire coordination en équipe, travail d'équipe, impliquer les collaborateurs, les amener parfois, et j'en vois très peu, dans les conférences, sur les salons, qui puissent aussi s'ouvrir au monde et pas seulement être le nez dans le guidon dans leur clinique. Travailler non pas dans son entreprise, mais sur son entreprise, chose qu'aujourd'hui beaucoup de praticiens oublient, ou du moins ne s'octroient pas le temps. On va revenir sur ton cœur de métier, qui est finalement d'équiper les cabinets dentaires. C'est vrai que la radiologie devient rapidement ton sujet clé. Pourquoi déjà te spécialiser dans la radiologie? Parce que c'était le futur. On le savait, et on le voit aujourd'hui dans la spécificité des produits. Un fauteuil dentaire, si je reprends un fauteuil de 2006 ou un fauteuil en 2025, donc on est quand même presque 20 ans plus tard, on a eu très peu d'évolution. Un peu de design, maintenant une connectivité, mais qui est encore très limitée chez la plupart des fabricants, à des systèmes de helpdesk pour donner un feedback technique. Et dans l'imagerie, c'est l'inverse. Croissance fulgurante, une demande marché qui a explosé ces dernières années, parce que le digital était là, on le savait. L'informatique, il y a 20 ans, l'informatique aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. D'ailleurs, on le voit dans les cabinets dentaires. À l'époque, il y avait peu de cabinets qui avaient des radiographies panoramiques, il fallait se déplacer ailleurs. Alors que maintenant, chaque cabinet est équipé d'une radio panoramique, quoi. C'est essentiel. Ouais, c'est ça. Radio pano, même, je dirais même plus, c'est Conebeam aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On est dans de la technologie 3D, dans de la simulation avec des intelligences artificielles derrière, dans de la photo, dans du scan d'empreintes. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que je développais. Autodidacte, j'ai jamais fait de formation en informatique, ou très peu en tout cas, mais simplement par de l'apprentissage constant, personnel, qui m'a permis de connaître à la fois l'informatique, à la fois l'imagerie au niveau dentaire. Et je me suis spécialisé là-dedans parce que, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'apprécie vraiment, c'est un défi, il n'y en a pas beaucoup, c'est nouveau, vu que c'est très spécifique au marché, aux marques et à la technologie, il faut prendre le temps, c'est quelque chose qui met des années pour pouvoir vraiment être un expert dans le secteur. Et vu que c'était le futur, inévitablement, on est aujourd'hui une société où on a eu la plus grande croissance aussi à ce niveau-là, parce qu'on est passé de 0 collaborateur à 4 collaborateurs aujourd'hui, uniquement pour la partie imagerie, donc informatique et digitalisation de cabinet. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait intéresser tous ceux qui nous écoutent. Sur quels critères on doit se baser pour choisir une bonne radiographie?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui doivent peut-être ouvrir leur cabinet d'ici quelques mois, voire l'année prochaine. Comment on choisit une bonne radiographie? Quels sont les critères selon toi essentiels? C'est une excellente question. Il y a plusieurs critères. Je dirais le premier, et c'est celui que nous on travaille, c'est d'abord le SAV. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, dans les marques, on ne peut pas dire, évidemment qu'il y a des marques qui sont meilleures que d'autres. Mhm. Nous, on a fait le choix en 2006 de lancer Vatek Mhm. juste par la qualité d'image. Mhm. On est arrivé au départ, pour la petite histoire, sur un salon, une version IDS, Mhm. et on a vu l'image, on s'est dit, waouh, c'est ça qu'on a besoin. Bluffé par la qualité, parce qu'ils travaillaient des capteurs CMOS déjà à l'époque, or que l'ensemble des concurrents étaient en CCD. Mhm. Les facteurs, c'est 1, le SAV, 2, la qualité de l'image, qui pour moi sont essentiels, et alors l'intégration, qu'on a souvent tendance à oublier. On peut opter pour telle ou telle marque de machine, et puis on se rend compte en fait il n'y a pas d'intégration possible en termes de logiciel. Mhm. Aujourd'hui, il faut penser globalisé, tout va de plus en plus vite. Il est essentiel d'avoir un bon logiciel, une bonne machine, mais surtout un bon logiciel, un bon software, Mhm. avec certainement de l'intelligence artificielle embarquée Mhm. pour les analyses et autres, et c'est ça qui va faire toute la différence. Mhm. La connaissance des experts derrière, quand je parle de service technique, c'est surtout la connaissance aussi pour accompagner le cabinet dans l'installation et dans la formation, parce que ce sont des réels outils que les praticiens utilisent au quotidien. Mhm. C'est génial ces conseils que tu donnes parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose toujours, enfin tout praticien se pose ces questions et j'en profite du coup pour te poser la même question sur les fauteuils dentaires. Aujourd'hui, quels sont les critères pour choisir un bon fauteuil dentaire quand on voit le nombre, et d'ailleurs on le voit dans ton showroom, le nombre de fauteuils qu'il y a autour de nous, comment choisir un bon fauteuil dentaire? Il y a 2 critères. Quand moi je reçois les clients aujourd'hui au showroom, il y en a certains qui d'emblée vont me parler de rapport qualité-prix. Ouais. Ils ne veulent pas monter en gamme. Ça débute avec, autour de quel prix un fauteuil et ça peut aller jusqu'à quel prix? Alors ça va de 20 à 50 000. Ah ouais. C'est pour ça qu'on ne discute jamais prix au départ et qu'on invite, et c'est la raison pour laquelle on a fait un investissement qui est considérable ici au niveau du showroom. Je pense que c'est un des plus grands showrooms aujourd'hui en Belgique. C'est T'as pour... combien de fauteuils là? 1, 2, 3, 4, Alors 5, on a 8 fauteuils. 6, 8. Oh là, ça fait des chiffres ça. Ça fait du chiffre. Ça fait du chiffre, ça fait beaucoup d'investissements, plus Ouais. les travaux. C'est Mais ça. Et c'était ça, c'est d'offrir une expérience. Ouais. C'est pas de dire, on peut pas vendre sur un catalogue. Pour moi, c'est pas possible. Certains le font. Mhm. Moi, l'objectif, c'était d'inviter les clients à faire le tour, À les à essayer tester, même. Ouais. à essayer. Souvent, je dis, ben, prenez votre assistante avec. Mhm. C'est essentiel. On parle d'un travail parfois à 4 mains, mais venons choisir le Mhm. fauteuil en équipe. Je parlais d'implication des ressources humaines, ça en fait partie. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui fait le critère de choix d'un bon fauteuil? Ben, je pense que c'est la marque. Et la marque passe évidemment par un niveau de gamme et de prix. 2, par une technicité. Et 3, aujourd'hui, le marché a aussi changé en termes d'investissement. Mhm. Parce que les praticiens réalisent à quel point il est essentiel de travailler sur le design et sur l'ergonomie surtout. D'avoir quelque chose qui est confortable. Le dernier point essentiel, c'est le service après-vente. Mhm. La taille des cliniques aujourd'hui augmente. Ce qui signifie qu'on est un petit peu mis sous pression parce que les agendas des praticiens sont pleins. Mhm. Un fauteuil qui est en panne, enfin peu importe, un équipement qui est en panne, Mhm. ça empêche la clinique de pouvoir travailler, de recevoir les patients. Ce qui veut dire qu'on doit reporter. C'est compliqué vu les délais aujourd'hui sur le marché. Et donc en tant que fournisseur, on a subi cette pression Mhm. au même titre qu'un praticien l'a subi. De se dire, on vous propose un produit, mais on doit assurer derrière le service et donc vous garantir une continuité d'utilisation qui est presque à 100%. Et ça, et une certaine réactivité pour que justement empêcher votre client d'être finalement mis rude épreuve avec toute sa charge de travail qu'il a, quoi. C'est ça qui fait la différence. Et donc quand les clients me parlent parfois de prix, Mhm. on peut comparer, Ouais. mais au final, quelques milliers d'euros sur un investissement qui va Mhm. s'étaler sur 10-15 ans et qui en fait lui génère quand même un chiffre d'affaires important dans sa clinique, il est essentiel de se poser la question du SAV. Je reparlais des structures de petite taille avec un gérant, parfois un technicien. C'est des structures aujourd'hui où c'est compliqué parce que vu que les cliniques augmentent, elles demandent une réactivité. Ça s'impose, c'est normal. Mhm. Et quand on est seul ou à 2, c'est compliqué. Si on part en vacances, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir garantir cette réactivité Mhm. auprès de l'ensemble de nos clients? Et c'est là tout l'enjeu. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'assurer cette croissance-là, parce que c'est essentiel Mhm. de ne pas bénéficier d'un ou deux techniciens, mais d'avoir une équipe complète, de pouvoir assurer les absences, de pouvoir assurer le bien-être au travail et du coup les congés, et de s'assurer au final que ça n'impacte pas le business et les clients. Mhm.
finalement, je constate que tu fais évoluer Dental Quality d'un modèle vraiment centré sur le produit vers une approche beaucoup plus globale, presque conceptuelle. Tu proposes un service avec un accompagnement global, tu viens de le dire, de A à Z pratiquement. Tu équipes, après tu fais le service, tu fais les entretiens. À quel moment tu t'es dit que la simple distribution ne suffisait plus et qu'il fallait trouver un concept du coup, d'accompagnement? Tu l'as dit, il y a peu qui font ça. Alors, parce qu'on parle d'expérience, d'abord, je viens d'un secteur et d'abord, au niveau de ma formation orientée marketing, Mhm, on nous en parlait déjà à l'époque. Il y a 20 ans, on parlait plus de produits, mhm, on parlait de services, de solutions. mhm, C'est ça qui fait la différence. Et c'est ce que on a toujours axé notre développement là-dessus, c'est de pouvoir accompagner le client pour avoir un cabinet limite clé sur mhm, porte. Un client va m'appeler, on peut avoir un simple terrain et de là, on va construire son projet ensemble, main dans la main. Pas seulement livrer des produits, c'est de se poser les bonnes questions. Quels sont ses besoins? Quels sont ses souhaits en tant qu'entrepreneur quand il crée sa mhm, clinique? Est-ce qu'on parle de 2, 3, 4 fauteuils? Comment il va voir lui mhm, son évolution en termes de patientèle, de zone géographique? On parle beaucoup en marketing de zone de chalandise. mhm, Aujourd'hui, les praticiens ne se posent pas ces questions-là. Souvent, on s'installe parce qu'on est issu de la région, mhm, parce que la famille habite proche ou qu'il y a mhm, des amis dans le coin, et ça se limite à ça. mhm. Et là où on accompagne aujourd'hui, c'est de dire attention, quelle est la concurrence autour? Quelle est la demande patient? Densité de population, prix de l'immobilier. Et en fait, si on balaye l'ensemble, j'ai encore donné une conférence récemment à des jeunes dentistes qui sortaient de l'UNIF, et c'était vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne plus. Vous faites presque un audit finalement. C'est un réel audit. C'est un réel audit qu'on fait, même au niveau bâtiment. C'est-à-dire tous les bâtiments ne se prêtent pas à une clinique dentaire. On a aussi tout ce qui est réglementaire au niveau des permis, de la FCN, Mhm, tout ce qui est demande auprès des communes, de l'urbanisme et tout ça. Et donc on accompagne les clients de ce premier point-là, raison pour laquelle on a engagé un architecte temps plein, mhm, architecte d'intérieur, mais qui connaît tous ces mhm, aspects-là et qui va accompagner les clients. Après ça, on passe à la phase 2, qui est l'accompagnement de nos services et des solutions dont je parlais. mhm, C'est-à-dire on ne va pas seulement venir livrer des équipements, installer un fauteuil, mais c'est de penser le flux de circulation dans la clinique, de penser la digitalisation, la communication patient. mhm, Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont créer la plus-value dans la clinique. C'est effectivement pas juste avoir un fauteuil. Et quand on se pose toutes ces questions-là et qu'on accompagne petit à petit les praticiens dans leur projet, on se rend compte que la finalité, c'est une entière mhm, satisfaction et donc aussi une publicité gratuite qu'on nous assure parce que les praticiens invitent les autres lors d'inauguration et ils voient le travail qui a mhm, été effectué et on se rend compte qu'on essaie de ne rien laisser au hasard. mhm, Chaque élément est pensé, que ce soit en termes d'unités dentaires, que ce soit pour la stérilisation, que ce soit pour l'informatique, que ce soit pour l'accueil mhm. simplement des patients, le confort de ses collaborateurs, c'est tous ces éléments-là qui font la différence. Hyper intéressant, hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ai une question parce que tu l'as dit, tu as accompagné des milliers de praticiens jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu accompagnes un praticien qui ouvre son cabinet, quel est très concrètement le matériel indispensable à investir dès le départ? Et à l'inverse, ce que tu conseilles clairement de ne pas acheter tout de suite? En clair, ta shortlist prioritaire, testée et approuvée, ce serait quoi? Alors la shortlist prioritaire, il y a d'abord les indispensables, c'est-à-dire tout ce Un fauteuil. qui est voilà, un fauteuil. On sait que sans le fauteuil, le praticien ne bosse Ok. pas. Ça, c'est la base. Maintenant, on a des exigences en termes de stérilisation. Ouais. Donc, dans la shortlist, on va retrouver l'autoclave. Ok. On va retrouver une machine qui permet de nettoyer ses instruments. Ouais. C'est fini l'époque où on a un petit pompinel qui était l'équivalent d'un four qui montait juste en température. D'abord des normes Ouais. au niveau réglementaire. Il faut savoir qu'en France, il y a une grosse différence entre la France et la Belgique, mais on sait aujourd'hui que toutes les normes qui sont imposées en France, il y a des fermetures de cabinets. Ouais, ouais. Là-bas, on arrive avec le même scénario et la même histoire en Belgique. Ce qui signifie que ça fait partie de la shortlist. Ouais. C'est essentiel. Ok. Il y a l'aspect digital. Ouais. On ne sait plus faire sans. Quand je dis on ne sait plus faire sans, c'est en tout cas une radiographie, donc un tube qui émet des rayons X, un système de prise d'image, soit de capteur digital directement connecté à l'ordinateur, soit système phosphore. Le système phosphore est à plus de 90% répandu dans notre marché Mhm. de par les cliniques de groupe, parce qu'il y a une économie d'échelle qui se crée Mhm. sur cette machine-là beaucoup plus facilement et elle est Mhm. moins fragile. Ça, c'est, je dirais, la shortlist. Après, il y a le nice to have. C'est quoi Et ça?
Le nice to have, c'est vraiment, je me fais plaisir. Ah, Et là, c'est quoi? C'est aujourd'hui principalement le scanner d'empreinte. Ouais. Quand on prend notre shortlist, même une panneau ou un cone beam fait partie de cette shortlist. Parce que c'est un outil de diagnostic que tous les praticiens proposent. Et comme je disais, concurrence au niveau des cliniques, pression des agendas, on ne peut pas se permettre de dire allez faire votre cliché ailleurs et puis revenez me voir. C'est du temps perdu. On va faire le cliché en interne, faire le diagnostic directement et communiquer à son patient. Ok. Et niveau budget, quelle enveloppe il faut prévoir pour avoir cette shortlist, comme tu dis, ouvrir un cabinet, avoir du matériel de qualité? Quelle enveloppe il faut prévoir à peu près? Un fauteuil et une clinique Ouais. avec les équipements de radiologie, de stérilie, c'est plus ou moins 100 000 euros. D'accord. Hors TVA, donc pour un praticien, c'est quand même un investissement bien sûr. qui est important. Et après ça, on va rajouter entre 25 et 35 000 euros par salle de soins supplémentaire qu'on va équiper. D'accord. Maintenant, c'est pour ça que je n'aime pas parler de prix auprès de mes clients, parce qu'une machine aujourd'hui d'imagerie Conebeam 3D, on est de 30 000 à 120 000. Ouais. Donc, impossible de donner Bien un sûr. prix réel. Et donc, en termes d'investissement, ben oui, un Conebeam aujourd'hui de bonne qualité qui fait un field of view, qui dispose d'un field of view mâchoire complète, c'est 50 000. Ouais, c'est ça. Donc là, on ne parle plus des budgets de 100 000, parce que si on prend cette machine-là plus Bien sûr. le reste de l'investissement, ben on dépasse largement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on peut ouvrir un cabinet, en tout cas pour les jeunes qui nous écoutent, avec un budget de 100 000 euros hors TVA, tu peux avoir un fauteuil, un petit cabinet avec l'essentiel, en tout cas, pour Exact. pouvoir traiter ces patients. On va parler un peu d'innovation et de digital. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure en off d'intelligence artificielle. C'est vrai que ça fait encore peur à certains. Pourtant, c'est vrai que dans ton discours, elle n'est pas là pour remplacer, mais pour libérer du temps et fiabiliser les décisions. Qu'est-ce que les praticiens n'ont pas encore intégré sur le rôle de l'IA, tu penses? Aujourd'hui, il n'y a rien qui est intégré. Ouais. À part les pionniers, il y a certaines cliniques aujourd'hui qui le lancent, mais c'est un manque cruel de par la formation. Les praticiens, aujourd'hui, les dentistes, orthodontistes et autres ont une formation scientifique. Et donc, pas de formation financière, pas de formation au niveau du développement. La crainte, il faut dire ce qui est, c'est que jusqu'où on va aller avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle d'analyse, de diagnostic, outils de diagnostic qui vont nous aider. On parle de systèmes qui, au niveau charge de travail administrative, on peut tout réduire. Et donc oui, c'est les pionniers aujourd'hui qui vont lancer ces solutions-là et qui vont amener un courant qui est totalement nouveau sur le marché. Il faut juste faire attention, et là certains minimisent cette problématique-là, c'est tout ce qui est sécurisation des données. Parce que qui dit IA dit intégration plus globale, et la meilleure IA aujourd'hui est celle qui dispose des données précises, et donc qui aura accès à sa base de données patients, à la base de données personnelles, à l'agenda du praticien, mais ce qui signifie qu'il faut s'assurer d'avoir de la sécurité informatique derrière, et en même temps de contrôler où vont les données, comment elles sont traitées. Ça, c'est un élément essentiel. Justement, tu me fais une belle transition parce que j'avais une question pour moi qui était essentielle pour toi, Maximilien. Aujourd'hui, avec l'IA, le risque de se faire pirater est de plus en plus présent, surtout que l'intelligence artificielle peut aller vraiment détecter les moindres failles. As-tu des conseils à donner à ceux qui nous écoutent sur la cybersécurité? Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de cabinets. J'étais encore avec un confrère qui me disait « je me suis fait hacker mon cabinet avec des domaines de rançon ». Oui. Qu'est-ce que tu conseilles pour éviter ça aujourd'hui? De bien se faire accompagner. C'est la clé du succès et la clé pour assurer la sécurité dans un cabinet. C'est de disposer de gens d'expérience qui vont pouvoir faire un audit global de la configuration du cabinet au niveau informatique, qui vont pouvoir comprendre aussi les besoins de la clinique. Parce qu'une clinique, un fauteuil ou un praticien solo VS, une clinique avec 4, 5, 6, 10 personnes, la sécurité est totalement différente. On peut parler d'abord de problèmes de sécurité interne au niveau de l'accès des données. On parle simplement déjà de ressources humaines. On a 10 collaborateurs, on a des données qui sont plus sensibles. Dans ce cas-là, il faut savoir les collecter, les traiter et surtout les sécuriser. Et à les rendre accessibles à certaines personnes et pas à d'autres. Ça, c'est la base. Après, on a tout ce qui est données patients, où effectivement, c'est même pas l'intelligence artificielle qui crée le risque d'attaque. Aujourd'hui, c'est de manière globale la digitalisation et son évolution. C'est qu'on est interconnecté. Il y a encore quelques années, j'avais pas mal de cabinets sans Internet. C'est impensable. Aujourd'hui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est impensable dans le sens où il y a des normes et on est obligé d'être connecté aujourd'hui. Et donc, même ces praticiens-là qui
battait en arrière en disant non, 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 hors de question, j'ai peur Ouais. pour mes données, j'ai peur de me faire hacker et donc je mets des ordi à disposition de mes collaborateurs sans Internet qui ne sont plus connectés. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. D'où l'importance de bien se faire accompagner. Parce que vu qu'on est obligé d'être connecté, que ce soit à l'INAMI, avec les logiciels métiers, avec l'imagerie, mais sécurisons. Et donc là, ça passe vraiment par un audit au départ et une évolution et un outil de contrôle. On parlait de hacking, sensibilisation du personnel, offrons à notre personnel des formations. C'est pas grand-chose, c'est un investissement qui au final, on peut se dire oui, on perd une journée de travail. Je connais l'agenda serré des cliniques, c'est vrai. Et il y a un investissement financier pour offrir ces formations-là aux collaborateurs. Mais anticipons. Et éviter de se faire hacker, c'est beaucoup aussi auditer et anticiper. Offrir ça à ses collaborateurs, c'est les mettre en avant et se garantir, personnellement en tant que dirigeant, une rupture à un moment donné. Parce que qui dit hacking, si les systèmes de sauvegarde ne sont pas bien mis en place, ça peut paralyser une clinique. Et donc paralyser une clinique comme ça, j'en ai connu. J'ai certains clients, heureusement pas Dental Quality, mais des clients qui m'ont appelé dans l'urgence, connaissant notre spécialité, en disant voilà mon problème, je n'ai plus accès à mes données, ou mon logiciel ne fonctionne plus, que faire? Et là on se rendait compte qu'il y avait des failles qu'on a directement identifiées. La majorité du temps on a réussi à récupérer, mais donc c'est un élément effectivement essentiel. Hyper intéressant. Alors, on va revenir un petit peu sur l'évolution de ton business. Il n'y a pas longtemps, tu as décidé de collaborer avec Odontolia, Oui. Qui est un gros groupe, une société qui détient plus de 50 cabinets dentaires. Pourquoi avoir rejoint un si gros groupe et quel est ton rôle aujourd'hui dans l'accompagnement que tu fais avec eux? Alors, c'est une très bonne question. Ce qui s'est passé, en fait, de nouveau, je suis quelqu'un qui est relativement prudent en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir que j'avais une double casquette. Toute une période, à partir de 2023, j'ai simplement été consultant IT, manager de cette structure-là. Le but était d'accompagner le groupe qui dispose effectivement de 50 cliniques pour les interconnecter, les cliniques, sécuriser et avoir une stratégie digitale plus long terme. C'est-à-dire il y a la partie hardware informatique, il y a la sécurisation et puis il y a tout ce qui est futur. On en parlait, c'est l'IA, c'est les logiciels, c'est l'uniformisation, c'est tout ce qui est système de sauvegarde. J'ai fait cette mission-là pendant 18 mois pratiquement. Et j'ai vu le potentiel qu'il y avait de disposer de 50 cliniques pilotes. Même pour le business, c'est-à-dire que tout ton portefeuille, tu prends 50 cabinets supplémentaires finalement. Oui, c'est pas mais attention que la vision d'Odontolia est relativement claire là-dessus, c'est de laisser le choix aux praticiens. Donc le but n'est pas d'imposer Dental Quality comme étant une centrale d'achat ou le fournisseur exclusif du groupe, mais plus de travailler, et c'était mon souhait, c'est pour ça que j'ai décidé de m'associer, pour créer, il y a un moment donné, on a besoin de temps et de finances, et après de feedback. C'est qu'au final, ce n'est pas en étant seul dans son entreprise, même si j'ai énormément de contacts sur le marché au quotidien avec des clients, c'est compliqué et ça amène un investissement en temps qui est très précieux pour les praticiens. Développer pour nous une nouvelle solution et la mettre à disposition, c'est imposer, demander à des praticiens de prendre du temps à la fois pour la tester, pour accepter qu'elle n'est pas parfaite au départ et prendre le temps de nous donner un feedback qui soit objectif et concret. Et j'ai saisi cette opportunité-là, d'abord parce que j'ai eu cette chance d'avoir une expérience chez eux, d'abord en tant que consultant, de voir comment le groupe fonctionnait. Aujourd'hui, j'ai toujours garanti l'indépendance de Dental Quality. On parle bien de partenariat. L'objectif est de créer la dentisterie de demain, que ce soit en termes de logiciel, de la penser en tout cas. Et je pense que là, on a vraiment des acteurs clés, parce qu'Odontolia n'est pas le seul. C'est des acteurs qui ont des dizaines de cliniques en gestion quotidienne, avec plein d'enjeux. L'essentiel, c'est de pouvoir la penser encore mieux pour accompagner les praticiens au quotidien. Et c'est l'objectif de Dental Quality. On reste en totale indépendance. On continue à s'occuper à 200% de tous les projets, les 2000 et les projets privés dont on parlait, mais on continue à gérer ces projets-là évidemment, parce que certains pourraient croire que le but est de se concentrer sur cette niche qui est ces 50 cabinets. Clairement, ce n'est pas du tout notre vision des choses et l'objectif, mais plutôt d'avoir des cliniques pilotes et après de pouvoir apporter une plus-value à toutes les cliniques privées en Belgique. Tu nous as parlé de ta vision depuis le début. Du coup, j'ai une question pour toi. C'est vrai que si on se projette à 10 ou 15 ans, à quoi ressemblera selon toi les cabinets, enfin en tout cas les cliniques du futur? Alors, le premier élément, c'est qu'elles seront de plus en plus grandes. Pourquoi? Moins de cliniques, mais plus grandes, tu penses? Moins de cliniques, mais plus grandes. La taille ne fait qu'augmenter.
Avant, c'était 2 fauteuils. Ouais. Aujourd'hui, la majorité, c'est du 4 fauteuils. Ouais. Et on crée des projets avec 8, 10 salles de soins. Donc, on voit bien qu'il y a cette évolution. Pourquoi? D'abord, parce que on parlait équipement. Avant, un dentiste achetait son fauteuil et à la limite, un petit système de radiographie, il travaillait. Aujourd'hui, c'est plus possible. On a ces digitalisations qui s'imposent. Donc, on a des frais de logiciel métier. On a de l'investissement pour la radiologie digitale extra-orale. On a de l'investissement pour tout ce qui est scanner d'empreintes et autres. On a la réglementation. Il faut savoir que petit à petit, comme dans tout secteur, on a maintenant on a une obligation de PayPal qui est une mesure européenne à partir de janvier. Ouais. Il y a ces mêmes changements de réglementation au niveau des cabinets dentaires. Et donc, ça devient compliqué seul d'assumer. Et je le vois, j'ai des praticiens, des jeunes praticiens, qui ont créé des cliniques avec une ou 2 salles de soins, qui m'appellent en disant « j'ai une surcharge de travail. Ce n'est plus possible. Je n'arrive pas à me tenir au courant de toute l'actualité. » Et quand on parle d'actualité, c'est aussi des réglementations, de m'y conformer, d'assurer la croissance de mon cabinet, de pouvoir soigner mes patients. Il y a une demande, il y a une pression aujourd'hui. On se rend compte que dans plein de régions du pays, il n'y a pas assez de praticiens. Donc on subit une pression constante aussi des patients avec une concurrence. Et donc raison de cet agrandissement de taille dans les cliniques, ça vient de là. Un jeune aujourd'hui, un dentiste avant, je parle des dentistes qui ont commencé leur carrière il y a 40 ans, travaillaient seuls 10-12 heures par jour. Aujourd'hui, on est face à une jeune génération qui dit c'est fini ça. On adore notre métier, mais par contre, on a un mix privé qui est essentiel. On souhaite continuer à se former parce que tout évolue plus vite aussi qu'avant, de par la digitalisation. Mais donc pour faire ça, il faut libérer du temps. Bien sûr. Et donc le mix privé, le souhait de formation, on crée une clinique plus grande où on va déléguer un maximum de tâches, qu'elles soient administratives, réglementaires, coaching. C'est tout un écosystème qui se crée aujourd'hui dans une clinique et qui va permettre aux praticiens d'avoir le focus sur leurs patients et sur leurs soins. Sur l'essentiel finalement. C'est l'essentiel. Un praticien a fait des études scientifiques, il continue à se former pour ça et surtout, il a fait ce choix d'être orienté dentiste. Bien sûr. Il preste pour des soins et pas pour faire de l'administratif, pas pour devoir analyser la concurrence et pas pour faire tout le travail qui aujourd'hui est obligatoire en dehors des soins en fait. Et voilà pourquoi cette augmentation de taille et aussi une économie d'échelle. Ça fait un très beau mix. C'est que cette augmentation de taille nous permet d'avoir une économie d'échelle en termes d'investissement et nous permet de garantir aux praticiens, on parle de burn-out, les dentistes étaient les premiers concernés. Avec cette jeune génération, on se rend compte que la majorité travaille 4/5e. Donc on n'est déjà plus du temps plein et ce qui est normal, c'est générationnel. C'est dans tous les secteurs. Je rencontre ça aujourd'hui avec mes employés. C'est quelque chose, c'est un système que j'ai mis en place qui fonctionne du tonnerre. Parce qu'on essaie de ne pas surmener ses équipes, mais plutôt d'avoir ce bon équilibre qui assure, c'est la différence entre quelqu'un qui va faire un sprint et quelqu'un qui va faire un marathon et qui va courir des dizaines de kilomètres. Ici, aujourd'hui, c'est essentiel de s'assurer que l'équipe soit stable et qu'on offre le même service au quotidien. Alors, on a vu toute cette croissance que tu as mis en place. Alors, c'est vrai que dans un parcours comme le tien, il y a forcément des erreurs. Je ne parle pas des petites erreurs du quotidien, mais des décisions qui marquent un avant et un après. Avec le recul, est-ce qu'il y a un échec qui t'a fait passer un vrai cap? Alors, un échec, il y a, je pense que chez tout entrepreneur, on a des échecs, on les reconnaît. Après, c'est un mot que j'aime pas trop parce que je regarde plus l'après. L'après l'échec, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de simplement corriger le tir et d'amener quelque chose de neuf. On apprend finalement Et on apprend de ces ses erreurs. C'est vraiment ça. Et donc, j'ai pas de focus là-dessus. Ma plus grande erreur en tant qu'entrepreneur quand j'ai lancé Dental Quality, c'est de prendre tout sur mes épaules. C'est très difficile au départ de déléguer. D'abord, il faut savoir que ça prend du temps. Il y a un investissement financier dans les ressources humaines. 2, ça prend du temps personnel de former les autres. 3, on a cet enjeu, comme je parlais, de fidéliser. Et donc, tous ces éléments-là font que souvent, on a tendance à dire c'est plus facile de faire soi-même. Ce qui est l'erreur de tous les praticiens aujourd'hui, dans la majorité des personnes qui ne sont pas formées et qui ne sont pas visionnaires à ce niveau-là, on a tendance à dire je vais faire moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je dirais que ça a été pour moi je ne vais pas parler d'échec,
Mais en tout cas, au niveau de ma stratégie et du pilotage de mon entreprise, ça a été l'élément qui a été le plus compliqué à gérer. Et là, on a passé un cap. C'est aussi une des raisons de ce partenariat que j'ai fait maintenant, récemment. C'est justement pour pouvoir s'ouvrir, avoir aussi, s'entourer en fait de personnes qui ont une autre vision, qui ont une autre expérience et qui vont nous apporter quelque chose de plus dans notre structure. Ça, c'est pour moi le plus difficile. La plus grande réussite, c'est tous les partenariats que j'ai pu faire parce que ça a toujours bien fonctionné. À chaque fois, en termes d'humain, et je pense que ça, c'est essentiel, c'est quand on s'associe avec quelqu'un et quand on crée un business ou qu'on le développe, c'est de s'assurer d'avoir les bonnes personnes et surtout d'être complémentaires. Les mêmes valeurs, la même vision. La même vision, la même valeur. Ouais. Ou alors, laisser chacun, et ça a été pour moi vraiment une grosse réussite au niveau de Dental Quality, c'est d'avoir des profils totalement différents. Donc Mauro avait une certaine analyse du marché, une connaissance, et de par son expérience, il amenait plein d'éléments positifs. Mais après, on n'a pas le même âge non plus. Donc il m'apportait un petit peu cette quiétude et cette tranquillité. Là où moi, j'étais beaucoup plus fougueux à dire on doit avancer, il faut innover. Et il permettait d'apporter cette analyse-là. De dire attention, il temporisait en disant Max, c'est une très bonne idée, mais on va se mettre à table calmement, on l'étudie ensemble. Et après, il y a cette confiance mutuelle qui est essentielle pour pérenniser sur le long terme. C'est que dans toute innovation, dans tout développement ou création de société, il y a toujours un risque. Ce ne sera jamais tout rose dès le départ, on ne peut pas garantir ça. Et là, c'est la confiance mutuelle avec ses partenaires, que ce soit externe ou interne. Alors, je vais terminer avec des conseils aux jeunes praticiens. C'est vrai que quand tu vois de jeunes dentistes ou orthodontistes se lancer aujourd'hui, tu repères sans doute les mêmes erreurs qui reviennent régulièrement. Selon toi, laquelle est la plus récurrente ? De ne pas faire d'analyse, de se lancer dans des projets avec une vision qui peut être très terre à terre, avec une certaine crainte parfois de « Oula, au final ça coûte cher, je ne suis pas certain d'avoir des patients ». Je ne suis pas certain de pouvoir recruter, je ne suis pas certain de pouvoir trouver des dentistes et de m'accompagner d'une équipe. Ce sont les enjeux. Et en fait, c'est simplement une question d'analyse. Il faut de nouveau bien se faire accompagner dans son projet, parfois de personnes externes, oser confronter, aller voir d'autres cliniques. On a des très beaux exemples aujourd'hui sur le marché de projets à succès qui ont cartonné. Et je pense qu'il faut s'en inspirer. Et on a différentes visions là-dedans. Il y a des plus petites cliniques, des plus grosses cliniques. Il y a une certaine organisation, une structuration. Simplement, prendre le temps d'analyser au départ son projet, de le voir dans la globalité. Pas seulement ma petite clinique, mon cabinet, mais au final, mes équipements et comment je vais gérer. Anticiper le recrutement, l'évolution. Je vois beaucoup de jeunes qui sont vite dépassés. Parce qu'en fait, la clinique démarre bien et tant mieux. On crée sa clinique et puis ça prend. Mais ils n'ont pas structuré avant. Et rien qui a été pensé, rien qui a été structuré. Et là, on est très vite dépassé au point que certains, comme je disais, remettent leur tablier. C'est triste. On voit des jeunes qui ont aux alentours de 30 ans, qui ont créé des cliniques qui tournent très très bien, mais qui se rendent compte aujourd'hui qu'en fait, ce ne sont pas de bons capitaines. Ce sont de bons praticiens, de très bons dentistes, mais hélas, il y a cette faille-là. Et là, même chose, pourquoi pas s'accompagner les directeurs de clinique aujourd'hui ? C'est un job qui s'est créé ces dernières années. Il faut oser déléguer, pouvoir simplement engager quelqu'un qui a d'autres compétences de management, de ressources humaines. Et c'est ce qui permet aussi, et ça on l'oublie souvent, c'est qu'un praticien, même s'il est actionnaire et dirigeant de sa clinique, doit travailler avec le reste de ses équipes au quotidien. On a son confrère, je dirais, à côté de soi, on a son assistante, on a sa secrétaire. C'est très compliqué de pouvoir donner une ligne de conduite, oser dire non au final, dans certaines décisions, que ce soit un praticien ou autre, un confrère, et en même temps de travailler avec eux au quotidien. Parce qu'on ne se détache pas. Et donc ces rôles-là, aujourd'hui, semblent essentiels, parce que c'est une personne qui sera un petit peu externe à la clinique, et du coup, en tant que dirigeant, on n'est pas impacté par ces décisions-là. Elles viennent d'ailleurs et elles sont pensées. Et donc, on est effectivement au-dessus et pas dedans. Et c'est toute la différence. Alors, j'ai une dernière question pour terminer cet épisode. Si tu pouvais t'adresser au Maximilien d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? De prendre le temps.
Le Maximilien d'il y a 10 ans est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un investissement, mais je lui aurais dit de peut-être penser le business malgré tout différemment. On a toujours Ouais. une vision après coup, c'est Bien normal. sûr. On a un certain recul des années passées en se disant à tel moment j'ai pris telle décision et je ne regrette rien dans mon parcours. Mais malgré tout, il y a certaines choses et c'est d'autant plus facile avec le recul. C'est un peu le principe de la bourse et des marchés financiers. On voit une action qui monte et on se dit si j'avais su, j'aurais dû investir il y a 10 ans. Et bien, c'est la même chose. Je suis super content de ce qu'on a créé aujourd'hui et on va continuer à développer et à évoluer. Mais le Maximilien d'il y a 10 ans, peut-être était très focus sur ses clients, à vouloir tout le temps le top service, mais du coup, n'a pas vraiment pensé au départ à former et ce qu'il a corrigé avec le temps. Et il aurait pu assurer encore une meilleure croissance et un meilleur service si dès le départ, il avait pensé déléguer, former et s'entourer en fait. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci Maximilien de nous avoir accueillis dans ton showroom. Avec plaisir. Et surtout pour ce moment d'échange inspirant. Ton parcours montre surtout qu'entreprendre dans le dentaire, ce n'est pas suivre une recette, c'est accepter de faire des choix, parfois inconfortables, et d'avoir le courage de faire évoluer un modèle quand il ne correspond plus à la réalité du terrain. Merci d'avoir ouvert les portes de ton histoire, de ton entreprise et de ta réflexion sur l'avenir des cliniques dentaires. Je suis convaincu que beaucoup se reconnaîtront dans ce que tu as partagé aujourd'hui. J'espère que cet échange vous a inspiré et vous a donné des clés concrètes pour penser différemment votre activité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. De nouveaux parcours tout aussi inspirants arrivent très prochainement et pour continuer à explorer les histoires, les choix et les convictions qui façonnent les sourires d'aujourd'hui, restez connectés sur nos réseaux. À très vite pour un nouvel épisode de Beyond the Smile.